Bonjour et bienvenue et très heureux de vous retrouver dans cette deuxième causerie du sport consacrée à l'expérience corporelle. Donc deuxième épisode consacré à l'expérience corporelle où nous aborderons la question avec Éric Lacroix que nous sommes heureux de retrouver. Bonjour Christophe. Donc nous aborderons la question de que recherchez-vous dans la pratique sportive. Alors Éric Lacroix, bien évidemment, dans certains milieux, et notamment dans le milieu de la course de montagne, du trail, est extrêmement connu, du marathon et de la préparation au sport extrême est très connu au niveau international, hein. Auteur de nombreux ouvrages, euh, ancien membre de l'équipe de France. Bref, je vous encourage à aller voir sa fiche Wikipédia qui est très bien faite. On voit vraiment l'ensemble de votre historique. Peut-être pourrait-on, Eric, Lacroix, résumer peut-être l'épisode précédent de façon à pouvoir rentrer ensuite dans le vif du sujet sur cette question de la recherche dans la pratique sportive. Tout à fait, la causerie numéro un, c'est vraiment éveiller la curiosité. Et pour partir sur toutes les causeries et tous les épisodes qu'on va faire, je pense que ça va être vraiment passionnant. Mais en fait, c'était vraiment montrer qu'on est né pour bouger et que par contre, il y a un triptyque très important, le cerveau, le cœur, le corps, et que les trois sont reliés fortement avec le mimétisme, on l'a vu, les émotions, les décisions. Et je dirais, je citerai Alain Froment, nous sommes les héritiers d'une longue lignée animale. Et notre schéma corporel est celui des vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'on a évolué, on l'a bien vu dans cet épisode. Mais le corps, il a une histoire et une géographie. Et ce que dit Froment, c'est qu'il vraiment, il mérite qu'on s'y intéresse. Et donc, on s'y intéresse avec justement ces connexions du cœur et du cerveau qu'on va voir dans cette causerie numéro 2. Alors, vous êtes un approche quand même vous êtes un adepte de l'approche holistique. Tout à fait. Alors, effectivement, le terme holistique, c'est la façon globale de voir les choses, mais je crois qu'aussi, c'est aussi le côté, on va dire, comme Bruno Latour, d'un point de vue philosophique. Et on fait finalement de la philosophie tous les jours, parce qu'il n'y a pas vraiment de fragmentation de concepts. Là, c'est des concepts qu'on va étudier. On va voir là tout à l'heure une conception, mais on est sur un mode d'existence. Et moi, je me retrouve dans un mode d'existence avec finalement avec des personnes qui vont aller courir le Grand Raid, faire des courses extrêmes. Donc j'étudie et ça m'intéresse finalement. Alors, que recherchez-vous dans la pratique sportive? Thématique de cet épisode, et pour rentrer tout de suite dans les sujets, c'est que vous avez une approche câblée pour survivre. Qu'est-ce que vous entendez par le fait que nous soyons câblés pour survivre? En fait, on l'a vu dans la causerie précédente, finalement, pour survivre, il fallait être très très vigilant et finalement essayer de ne pas mourir. Donc pas mourir, ça voulait dire que notre corps, il a une grande caméra de surveillance et il a cette connexion justement qui refait au niveau du cerveau et qu'on appelle finalement le stress. Et le stress, en fait, on parle finalement, nous, dans notre société actuellement, de le combattre, mais en fait, il faudrait aussi pouvoir l'accepter. Quand je dis ça, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tout à fait physiologique, cette notion de stress, c'est-à-dire que comme on est né pour survivre, on a finalement pas mal de choses qui arrivent et on doit finalement, pour survivre, avoir une réaction physiologique. Cette réaction physiologique, on l'a, c'est-à-dire que quand on est stressé, on le voit bien maintenant, c'est plus d'un point de vue, on va dire, social, mais il y a une montée de cortisol, finalement le pouls cardiaque va monter, il peut y avoir finalement une rupture un peu de cohérence de certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où on est ou ce qu'on fait, et en fait ça c'est naturel. Ça nous permet finalement, quand il y a un animal qui arrive, si vous sortez qu'il y a un animal sauvage qui vous mord, en fait, vous allez guérir plus vite parce que vous avez fait une montée de cortisol. On est quand même fait exceptionnellement pour justement survivre. Oui, en effet, oui. Sauf que, on le verra, cette acceptation du stress, en fait, c'est de voir finalement qu'il y a des éléments stresseurs et des déclencheurs. Donc vous avez finalement d'abord, on va dire, ce qu'on appelait un peu le côté primitif du cerveau, puis après vous avez un système limbique, et on l'a vu après tout le côté du cortex, hein, puisqu'on l'a vu comme dans une coquille de noix. Là, c'est vraiment les parties, on va dire, beaucoup plus cognitives, et notamment derrière, on va analyser, etc. Ce qui est très important, c'est l'amygdale.
l'amygdale, en fait, va être justement cet endroit qui va détecter ces émotions. Alors, il y en a pas mal d'émotions, notamment la plus grande qu'on a actuellement, c'est la peur, et qui est développée même d'un point de vue social. Hein. Cette émotion, finalement, cette peur va engendrer, alors la peur de voir un animal sauvage, oui, on va développer du cortisol, etc. Mais après, ce qui est très très important, c'est de comprendre justement et de l'accepter qu'à un moment donné, c'est juste passager. Sinon, vous tombez finalement dans ce qu'on appelle, on va le voir dans la diapo suivante, dans cet état émotionnel. Cet état émotionnel, parce qu'en fait, vous pouvez rester dans la peur. Si on vous dit quelque chose finalement qui vous fait peur, on l'a vécu d'ailleurs les années précédentes. Oui, on a un petit exemple. En fait, finalement, on va vers ce côté de la survie. Et au bout du compte, quand il y a quelque chose qui va arriver, finalement, comme je vous disais, qui va engendrer la peur ou une autre émotion un peu désagréable, vous allez avoir ce qu'on appelle un neurotransmetteur, en fait, c'est la noradrénaline, c'est plutôt une protéine, mais qui est par les neurotransmetteurs, on va aller un petit peu plus loin, on verra dans les détails, mais vous avez les différents neurotransmetteurs, notamment la glutamate, qui est facilitateur, et inhibiteur, c'est le GABA. Mais en fait, on va parler plutôt de noradrénaline et de cortisol qui vont monter dans le corps. On le voit bien, on va devenir rouge, on va avoir vraiment ce côté du stress qui va arriver. Mais est-ce qu'on le garde en état émotionnel ou pas? Et c'est là qu'on va voir que c'est très important en fait que ce sont des déclencheurs, hein, c'est des neurotransmetteurs et des hormones, parce que dans la pratique sportive, en fait, on va s'en servir. C'est ça. Parce qu'on va s'en servir d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher finalement à se mettre dans un état émotionnel de la survie? On le voit dans le grand raid, on va aller chercher finalement beaucoup de cortisol. On va énormément se fatiguer, mais d'un autre côté, on va faire cette rupture de cohérence quelque part, où on va aller rechercher finalement d'autres, on va voir, hormones, et notamment 4, on va dire, très très importantes pour la vie. Hein, on est là sur la survie, on est du côté plutôt de la vie ici, et il y en a 4 principales qui, on le verra, sont très très importantes pour la pratique sportive notamment. Alors câblé pour survivre, câblé pour réagir surtout, si je comprends bien. Notamment, vous parliez de peur, il peut y avoir des frayeurs qui permettent... Voilà, la frayeur, par exemple, va peut-être être une peur qui va générer une peur intense, qui va s'enraciner dans le comportement ou dans la psyché, je dirais, de l'être humain. Et donc, du coup, vous agissez en tant que préparateur mental, par exemple, ou d'accompagnateur à la préparation mentale sur ces dimensions-là. Et on le voit qu'on est là, pour le coup, dans la chimie de l'organisme. Tout à fait, mais c'est très important de comprendre. À un moment donné, il faut pas... C'est Spinoza qui dit qu'il ne suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre aussi ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaye aussi quand on accompagne les sportifs, de leur faire comprendre ce qu'ils font. Sinon, on est lobotomisé, et on y reviendra. Voilà, il y a pas mal de choses par rapport à ça. Mais c'est de comprendre en fait quels sont les éléments déclencheurs. À un moment donné, est-ce que c'est un stress parce que je vais être vu par pas mal de monde? Et on le voit bien, c'est-à-dire que l'ocytocine, le désir de se connecter, ici, par exemple, ça va peut-être compenser. C'est-à-dire que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est-à-dire que la mère et son enfant, on a beaucoup. Mais c'est le désir aussi de se connecter. C'est-à-dire on va faire, par exemple, le grand raid. On ne va pas le faire tout seul. On va le faire avec pas mal de monde. Et on va finalement faire une sorte de connexion, une connexion entre tous les êtres. Et on va produire de l'ocytocine. C'est exceptionnel. Mais on va aussi aller chercher de la dopamine. La dopamine, c'est vraiment l'hormone, on va dire, qui est la plus importante sur le côté de s'engager, de l'intention de s'engager dans une pratique sportive. Et là, il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus, c'est-à-dire comment, à un moment donné, et que recherchez-vous dans la pratique sportive, que cherchez-vous? À un moment donné, c'est vraiment comment je fais le pas, et finalement, comment je vais déclencher cette dopamine pour vraiment aller dire demain matin, à 6 heures, je vais courir. Ah, là, on est là-dessus, c'est-à-dire on est vraiment sur des éléments déclencheurs. Oui, ce fameux désir de se réaliser, en fait. Exactement, et on en a 2 autres qui sont importantes. Peut-être qu'on va les chercher, finalement, en courant, là, ce côté des endorphines. C'est-à-dire, on en parle souvent, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus connu, les endorphines, on dit tout à fait. Voilà. Tout à fait, les endorphines, en fait, c'est vraiment
quelque chose qui a été quand même beaucoup perçu et compris quand même dans la pratique sportive. Et c'est dans la pratique sportive qu'on en retrouve le plus quand même. C'est-à-dire vraiment, il y a ce côté d'aller chercher un bien-être, etc. Mais le problème, c'est que ces endorphines peuvent amener et on le verra dans une causerie, le côté addictif et dépendance. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent plus s'arrêter, par exemple, dans la pratique de la course à pied, qui ont besoin de courir tous les jours de façon presque exagérée par rapport à ce que peut supporter leur organisme. Ouais, il y a des centres justement qui accompagnent les sportifs sur l'addiction et la dépendance à la pratique sportive. Ça veut bien dire finalement qu'on peut déclencher voilà, aussi ce côté, on peut ne rien faire du tout, mais on peut aussi avoir une pratique démesurée. Donc en fait, vous avez évoqué le yin et le yang dans la causerie 1, on est là-dessus, c'est-à-dire qu'on est sur le côté finalement d'équilibre, on va dire, de cette vie entre le trop et le pas assez. Dans ce modèle, finalement, cette approche par les hormones, la compréhension de ce que nous recherchons dans le sport, dans la pratique sportive ou dans le sport, par l'approche hormonale, c'est quand même assez nouveau finalement. C'est la science moderne qui permet de le faire. Je pense que c'est largement étudié, observé par les équipes de recherche actuellement. Oui, tout à fait. Là, on est sur effectivement un secteur de déclencheur du cerveau, mais on n'a pas parlé de celle-ci, mais elle est fondamentale. C'est l'aspect compétitif. La sérotonine. Exactement. Mais c'est pas que ça. C'est le désir en fait d'être reconnu. Reconnu, la reconnaissance en fait officielle ou non officielle. Mais par exemple, quelqu'un qui va faire un grand raid, il va être reconnu. Il va être finisher. Il va avoir réalisé finalement dans le désir de se réaliser. Il va aussi quelque part un peu lui finalement pas dominer. C'est le désir de dominer, mais quelque part il est profond. C'est-à-dire que ça va même là d'un point de vue philosophique, on parlait du cœur. C'est quand même finalement la reconnaissance. Et on sait que dans la société, on en manque beaucoup. On n'est plus capable de dire c'est bien ce que tu as fait. C'est difficile. Et pourtant, c'est vital. Désir de dominer, d'ailleurs, ça peut être désir de dominer ses pulsions propres ou désir de dominer l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux aspects aussi. Encore une fois, il y a l'aspect interne et l'aspect externe, quoi. Ouais, après, on a un versant un peu de la clinique et de la psychanalyse, mais on peut aller aussi là-dessus. Mais effectivement, on en reparlera dans d'autres discussions, mais on est sur la rivalité mimétique. Il y a un écrivain qui s'appelle Jean-Michel Gourlian qui a écrit sur le troisième cerveau qui parle de la rivalité mimétique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les autres ou avec soi-même, on peut essayer de dominer. Voilà. Alors, on a envie de se dominer ou dominer les autres. Enfin, c'est assez profond, mais en fait, ça va justement peut nous-mêmes se créer comme obstacle. Alors, est-ce que c'est circulaire? C'est-à-dire que plus quelqu'un pratiquerait la compétition, plus il rechercherait la sérotonine, ou quelqu'un qui serait doté de beaucoup de sérotonine rechercherait la compétition. Dans quel sens faut-il prendre les choses? Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est là où on n'a pas forcément tout élucidé, mais je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a justement ces éléments déclencheurs, et qu'on va justement pouvoir les identifier à un moment donné dans une personnalité. Dans un accompagnement mental, on va effectivement voir qu'à un moment donné, la personne veut vraiment avoir ce besoin de reconnaissance. Donc elle va le chercher, on va poser la question. Qui peut être lié? Alors, on en a parlé un peu ensemble, mais sur finalement quelque chose de plus profond. On parle souvent de la résilience. Et enfin, moi, j'ai un petit avis là-dessus, mais il peut y avoir cette sorte de résilience, mais la résilience, c'est un métaux qui revient à l'origine. Moi, je suis plutôt pour la construction un peu post-traumatique de quelque chose, c'est-à-dire on va se reconstruire un nouveau modèle. C'est l'idée que j'ai évoquée dans la causerie 1 sur la chenille et le papillon. Dans la chenille, il y a des cellules qui existent déjà, qui sont bien imprégnées, et dans laquelle le papillon va se développer. Et c'est un peu ça, en fait, dans la pratique sportive. Est-ce qu'on va justement s'épanouir, aller vers le côté du papillon, c'est-à-dire on va comprendre un peu ce qu'on fait. Mais parfois, ça peut être dangereux parce que quand on va très loin dans la psychanalyse de l'athlète, par exemple, du haut niveau, il pourrait presque arrêter. Oui, c'est-à-dire qu'au final, à quoi bon? C'est là où c'est assez intéressant, en fait. On est sur des éléments assez subtils et d'un dilemme, on va dire, sportif. Oui, alors je pense que c'est vrai que comprendre, avoir des éléments de compréhension de ce qui se passe et de ce que l'on recherche, et là on le voit, c'est finalement
en partie hormonale. Est-ce que ça se limite à un aspect hormonal? Je ne pense pas que ça puisse se limiter à un aspect hormonal, cette recherche de la pratique sportive. Là, je vais vous dire non, puisqu'on a démarré par la causerie numéro 1, où tout était relié. C'est ça. Où, en fait, vous avez aussi ce versant du cerveau, qu'on parle, mais on a aussi le versant du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aussi être mis sur des lectures, sur une approche philosophique, sur finalement dans quel contexte on vit, d'un point de vue génétique, épigénétique et mémétique, on en a parlé dans la causerie numéro 1, mais aussi dans l'expérience corporelle qu'on va faire. C'est vrai que le contexte, il est très très important. C'est malheureux à dire, mais dans un contexte de guerre, on ne va pas faire du jogging. On va être amené à avoir une pratique physique obligatoire, et voilà, donc en là, on est générant dans du la stress survie. en plus. Exactement. Pas forcément de la sérotonine, de la dopamine. Voilà. On aura ces déclencheurs, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que si on va dans la pratique sportive et purement sportive, compétitive, on aura évidemment tous ces déclencheurs. Mais dans une autre pratique physique, on les aura aussi, mais différemment. Voilà, donc la répartition, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sérotonine dans l'aspect compétiteur. Et on va le voir après, justement, dans la diapo suivante. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Hop, voilà. Où, justement, on parle de cette approche de l'engagement, finalement, dans la pratique sportive. Donc, on le voit, en fait, il y a les 3 besoins qui sont, on l'a vu dans la causerie numéro 1, de survivre, de se nourrir, de se reproduire. Sauf que d'un point de vue sociétal, puisqu'on a bougé finalement à amener des sociétés sur lesquelles on va être connecté, on va se réunir pour finalement créer quelque chose, on a amené aussi des désirs. Je ne dis pas qu'ils n'y étaient pas forcément avant, mais beaucoup plus profonds. Et en fait, les désirs, c'est vraiment quelque chose de mouvant et qui peuvent être justement glissés plus ou moins selon les périodes. Il y a peut-être des moments de notre vie, dans la pratique sportive notamment, on a plus besoin d'appartenance. Donc on va aller se connecter par exemple à un club ou à une association ou quelque chose. Donc, parce qu'il y a vraiment ce désir d'aller chercher du lien physique, de l'ocytocine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec votre grille d'analyse hormonale, c'est-à-dire que donc, si pour nous, voilà, il y a un petit exercice intéressant à ça, faire finalement, d'être aimé, se réaliser, ça serait la dopamine, si j'ai bien suivi ce que vous disiez. D'appartenance, se connecter, ça serait l'ocytocine. Et de reconnaissance, ça serait la sérotonine. Donc ça, c'est une grille d'analyse qu'on peut avoir finalement en mémorisant cette grille d'analyse. On pourrait avoir ça à l'esprit. Alors, il ne faut peut-être pas l'avoir à l'esprit tout le temps non plus. Hein. Je vais aller chercher un peu de sérotonine ou un peu d'endorphine. Comme je vous le disais, en fait, c'est un peu le côté philosophique de l'enquête. Je trouve que c'est intéressant d'avoir une grille de lecture à un moment donné, parce que notre cerveau, il est fait quand même à un moment donné pour chercher de la rationalité et du pragmatisme et de prendre des décisions. Sinon, on laisse et puis finalement, on est dans un flou. Et en fait, dans le stress, il y a 4 choses mais qui sont fondamentales à ne pas oublier, que le cerveau, il est prédictif et le corps est réactif. On l'avait vu, mais il y a 4 choses très importantes. Il a horreur de ne pas avoir le contrôle, le cerveau. Il a horreur de l'incertitude. Quand je dis horreur, il n'aime pas forcément la nouveauté. Et il est très sensible à l'ego. En fait, c'est des recherches qui ont été faites, ça s'appelle ciné. Contrôle, incertitude, nouveauté, ego. Mettez-vous dans une situation et regardez, essayez de faire un switch et regardez dans laquelle, à un moment donné, quand je viens faire une émission, c'est nouveau pour moi. C'est normal qu'il y ait du stress. Le côté du contrôle, ça va. L'incertitude, on ne sait pas. Enfin, le temps. Et l'ego, faut le travailler un petit peu parce que sinon, on est tout timide. Et voilà. C'est quelque chose de très concret, finalement. C'est une grille de lecture. Et au bout du compte, à cette grille de lecture, elle fait finalement générer des neurotransmetteurs, des neuroinhibiteurs. C'est ça. Donc, on est là-dessus. Et on le voit bien dans les désirs, celui finalement d'être aimé, d'appartenance, de reconnaissance. Après, la discussion est ouverte, mais quand même, il y a quand même souvent cela. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut
tous à un moment donné être aimés, et c'est pour ça qu'il arrive des conflits d'appartenance aussi, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. On est des êtres vraiment issus, on est des êtres où on a une forte altérité. C'est-à-dire on se construit avec les autres. On ne peut pas être tout seul, on est obligé, et on invente. Moi, j'invente rien, comme je vous disais dans la causerie 1. Je vais me nourrir de discussions, d'ouvrages, d'échanges, de partages, qui permettent après, moi, de me faire une représentation du monde. C'est important. Donc après, il y a une représentation de la pratique sportive aussi. C'est-à-dire que pour moi, elle était très compétitive, j'étais la chenille, et qui est beaucoup moins compétitive maintenant, qui est vraiment orientée à dire, vous avez un corps, vous avez un esprit, vous avez des choses, et l'expérience corporelle, c'est le papillon. Alors l'expérience corporelle, ce que nous recherchons dans la pratique sportive, il y a une dimension motivation, et quelquefois, même des sportifs réguliers se dire « Ah non, ce soir ou aujourd'hui, j'ai pas envie. » Qu'est-ce qui nous motive à aller pratiquer ? Ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en fait, c'est des éléments déclencheurs, justement. C'est-à-dire qu'on est souvent, on est presque toujours des êtres un peu schizophrènes, en fait. Mais c'est vrai, enfin, si vous lisez des ouvrages de philosophie, etc., et d'ailleurs, il y a un très bon ouvrage de Raphaël Gaillard qui est sorti il n'y a pas longtemps sur un coup de hache dans la tête. Il parle de bile noire, etc. C'est assez complexe à lire, mais finalement, on est toujours pris entre plusieurs décisions, et notamment de se dire, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ? Et il y a cette notion corporelle aussi. On peut se sentir très fatigué d'un point de vue corporel, mais est-ce que ce n'est pas non plus une fatigue mentale qui va justement envoyer des signaux au corps voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de faire un peu de hackage, hacker son cerveau, pour des fois tenter. L'expérience corporelle est là, c'est-à-dire, bon, je vais me pousser un petit peu, je vais y aller. Je vais aller voir. Effectivement, si au bout de 5-10 minutes, je vais peut-être rentrer. Mais ce n'est pas non plus de se mettre des contraintes énormes. Au début, si vous ne faites jamais d'activité sportive ou d'activité physique, n'en faites pas tous les jours. Allez 1 fois, 2 fois, 3 fois la semaine, essayez d'aller faire 10 minutes, mais ce sera déjà ces 10 minutes qui paraissent minuscules, mais sont énormes, en fait, on verra dans une causerie, sur le temps, parce que c'est vraiment le système un peu antifragile, c'est-à-dire on va créer quelque chose, finalement, et une incidence sur le corps. Ces 10 minutes auront une incidence. Il vaut mieux avoir une routine de 10 minutes tous les jours, peut-être qu'une heure toutes les semaines. Exactement. Et après, on en arrive à faire 1 heure tous les jours, 2 heures tous les jours et courir le Grand Raid. Donc, alors, on en est là. J'en profite, puisque vous parlez du Grand Raid. Là, il s'agit des efforts extrêmes, des efforts qui durent longtemps, sur la durée. Donc, du coup, là, vous pouvez peut-être nous parler de ce point-là, parce que ça, pour le coup, vous êtes d'abord très connaisseur. Vous l'avez expérimenté vous-même. Il ne s'agit pas, il faut le vivre pour le comprendre, j'imagine. Oui, c'est un peu des exemples sur lesquels j'essaye de faire comprendre les gens, justement, de me mettre d'un point de vue du cerveau et finalement du corps, c'est-à-dire de faire comprendre aux personnes que la logique de performance, ce n'est pas de dire je vais faire ça, je vais réussir. C'est d'essayer de voir d'un point de vue individuel, de mettre en place des principes. Et moi, je fuis de plus en plus la méthode, je vais de plus en plus vers des principes. C'est-à-dire d'essayer de comprendre un peu des principes qui nous permettent d'explorer, d'un point de vue corporel, ce qu'on va faire. Donc l'idée, effectivement, de la voiture électrique, c'est assez intéressant parce que c'est un peu l'image du Grand Raid. C'est-à-dire, vous avez une batterie qui va faire 230 km en voiture électrique et vous devez faire le tour de l'île. Est-ce que vous allez prendre la voiture et appuyer sur la pédale à fond ? Votre cerveau, en fait, là, il va commander le corps. Et il va jauger, finalement, l'appui. C'est fou. C'est là où je dis on est connecté, mais énormément, pour faire les 230 km. Et il le fera. C'est-à-dire que vraiment, vous allez... il va être capable de jauger et de décider ce qu'il mobilise pour pouvoir tenir ces 230 km. Exactement, c'est cette notion d'efficience, en fait. On va être efficace, juste ce qu'il faut, mais il faut être aussi économique. Donc, en fait, cette notion d'efficience, par exemple, dans notre sport et dans notre pratique du long, elle est fondamentale dans le déplacement. Oui, voilà, donc, si on doit réaliser une distance avec finalement un temps, voilà. Mais après, c'est très individualisé. Donc, je trouve que cet exemple, par exemple, il est parlant. Mais alors, bon, c'est vrai qu'on peut dire l'entraînement, on peut considérer qu'il y a peut-être des êtres exceptionnels, mais
On a quand même aujourd'hui des compétitions extrêmes. On se demande si on n'est pas aux limites de ce que l'homme est capable de faire. Là, oui, et puis je pense que ça sera aussi le sujet d'une discussion sur le métaverse et le métasport. Mais on n'en est pas là. Je pense que ça sera vraiment l'intérêt d'une causerie importante parce qu'on est en plein dedans sur les NFT, sur vraiment le blockchain, etc., sur les bitcoins. Mais là, on est dans le réel. Quand on fait le grand raid, on est dans le réel, on n'est pas dans le virtuel. Hein. Donc, mais effectivement, à un moment donné, on va aller chercher quelque chose qui est plus profond. Et peut-être que c'est là... Qu'est-ce qu'on recherche justement lorsqu'on fait le grand raid? Alors là, il y a une recherche scientifique qui a été faite, dont j'ai collaboré avec l'Université de Besançon et l'Université de La Réunion, qui est vraiment très intéressante, où effectivement, sur les termes, on peut peut-être y revenir, mais cette version, finalement, pourquoi on va aller faire de l'ultra-distance, vous voyez? Et finalement, il y a des comportements qui pourraient ressortir, et l'engagement, l'intention qu'on va avoir et l'engagement qu'on va avoir. On voit bien qu'il y a 3 choses qui sortent. On pourrait peut-être en sortir plus, et justement, on est ouvert à la discussion. Mais le versant hédoniste, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les autres ne le disent pas, mais plus profond, plus loin, c'est-à-dire ce côté contemplatif. On va dans la montagne pour se faire plaisir et pour voir l'aspect géographique. On va traverser notre île, on va traverser des paysages exceptionnels. Donc là, ça peut être quelque chose de vraiment marqué. Mais on peut avoir aussi le côté de la résilience. Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être une construction nouvelle finalement de post-traumatique. Il y a des choses qui sont arrivées. Je vais aller chercher quelque chose dans la pratique qui est très philosophique. Là, on est sur le côté cœur. D'aller chercher pour finalement me réaliser. Réaliser quelque chose, réaliser un combat, quel qu'il soit. Je vais aller finalement me plonger et découvrir cet univers, parce qu'en fait, c'est le chemin pour parvenir qui va être important. Hein. Ce n'est pas tant la compétition en elle-même. Hein. Elle fait partie d'un tout, mais l'ensemble, c'est tout aussi ce qu'on va construire avant. Et vous avez les compétiteurs qui, effectivement, eux, vont peut-être aller chercher le jeu, aller se mesurer à l'autre. Ils vont attacher effectivement plus d'importance à leur classement, aux résultats, mais ça fait aussi partie de leur version, une version à un moment donné, qui peut aussi être liée sur les 2 autres. Hein. C'est là où il faut faire attention de ne pas stigmatiser un comportement. On va dire qu'on a sorti ça, mais attention, justement, c'est pas pour l'instant un consensus scientifique. Il y a une dominante, on peut avoir les 3 dimensions, hédoniste, résilient et compétiteur, il peut y avoir un petit peu de tout ça. Tout à fait. Et puis là, ça renvoie effectivement à la présentation aussi de la dimension hormonale. Exactement. Ce qui va aussi amener finalement ces sensations finalement qui procurent au final quoi, un sentiment de réalisation, un bien-être, l'impression de se... C'est un mix en fait de tout ça et en fait si vous regardez la diapo suivante, c'est vrai que on peut avoir aussi ce côté de cette motivation avec le plaisir perçu. On parle souvent de plaisir, on ne sait pas le définir. Est-ce que quand la personne posait la question pourquoi je vais faire le grand raid, je vais me faire plaisir. Oui, parce que finalement aussi quelque part on peut se détruire un petit peu aussi. Ou telle pratique, on va dire je vais me faire plaisir, mais c'est quand même... Il arrive qu'on se fasse mal aussi, par exemple. On va chercher quand même la souffrance. Hein. C'est parfois de la destruction corporelle. Mais quelque part, finalement, qu'est-ce qu'on va chercher? On va peut-être chercher un chemin vers le bonheur avec, dans la pratique, parfois un plaisir un peu perçu sur le côté de perceptif. C'est-à-dire que, finalement, ne va-t-on pas redécouvrir un peu ces expériences corporelles? C'est là où on revient, en fait, à l'initiale de la causerie numéro 1, où peut-être qu'on va chercher justement cette expérience corporelle pour découvrir finalement qu'on est connecté aussi au côté cœur, cerveau, etc. Se redécouvrir finalement cette dimension expérientielle, voire voire initiatique, qui permet de mieux se comprendre. Alors donc du coup, aujourd'hui, on est quand même confronté... parce que finalement, la pratique sportive, on se confronte au réel, le corps, il y a la gravité, le poids, il faut le déplacer, il faut quand même avoir envie de faire tout ça. Et puis, d'autres dimensions aujourd'hui où on peut pratiquer le sport de façon virtuelle. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut vraiment pratiquer ou rechercher une pratique sportive dans d'autres dimensions que la dimension physique, finalement, que nous connaissons habituellement?
Ouais, c'est aussi le sujet, je pense. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, qu'on abordera certainement, le côté de jouer. Le jeu est fondamental. Le jeu est fondamental dans l'expérience corporelle. Mais là, il y a toute une définition et vraiment aussi le côté pourquoi on va jouer, pourquoi on va se divertir, etc. Mais en fait, c'est souvent la bascule entre le jeu et l'effort à faire. C'est-à-dire sur les ressources que j'ai disponibles, est-ce que je vais investir des ressources pour finalement aller jouer ou faire un effort? On a tendance à justement à aller vers la dopamine, c'est plutôt le jeu. Vous voyez, hein, la dopamine, c'est je vais chercher un carré de chocolat pour me faire plaisir. Je vais aller jouer tout de suite parce qu'il y a un côté visuel et on se met dans une situation finalement très agréable. Ce besoin de se réaliser. Exactement. Mais effectivement, on est quand même là sur cette dernière diapo très, très importante. Est-ce qu'on va choisir la pilule bleue ou la pilule rouge? Si vous connaissez Matrix, c'est que est-ce que vraiment j'ai envie de faire vraiment un effort et on sait qu'on va faire un peu de cortisol, etc. Mais d'un autre côté, on va le compenser par plein d'autres hormones et neurotransmetteurs. Ou alors, est-ce que je vais aller plutôt dans le côté virtuel? Donc, je ne dis pas que le e-sport, je le critique, c'est aussi un côté du jeu et qui est mis dans le sport, mais qui met le corps dans une situation différente. Et dans le métasport à venir, ça sera aussi une situation très, très différente, qui sera quand même décalée du monde réel. Le métasport, le métavers, c'est-à-dire le sport finalement dans un domaine virtuel, ne peut pas procurer les mêmes sensations physiques. C'est par essence impossible. On parlait du pouvoir de la visualisation dans l'épisode 1, dans la causerie numéro 1. Je crois qu'on en est là. C'est-à-dire que quand même, on a la capacité avec notre cerveau de créer un placebo énorme dans la visualisation. On peut faire des choses exceptionnelles en ressentant certaines choses. Mais il est vrai qu'après, sur ces modes de déplacement, etc., c'est tout un sujet à controverse, mais qui, à mon avis, est aussi un côté exploratoire sur lequel on pourra débattre et discuter, parce que je pense qu'il est d'actualité et on va y venir vraiment très rapidement. Je crois que ce sera le mot de la fin. Donc, je pense Ouais. que vous aimez présenter quelques ouvrages de référence pour que nos auditeurs puissent, s'ils le souhaitent, approfondir les sujets que nous venons d'aborder. Ouais, pour traiter un peu de l'information et de l'information, énormément d'informations sur les fake news, etc. Il y a l'Apocalypse cognitive de Gerald Bronner que je conseille, qui est vraiment très très bien pour faire les sélections, mais aussi sur le cerveau, notamment Sébastien Moller qui a écrit Le bug humain et Où est le sens, c'est-à-dire sur le côté du gyrus singulaire antérieur qui s'allume voilà, quand on est beaucoup d'émotions et stressé. Et voilà, et il y a une sorte de panique qui parle justement de ce stress. Et enfin, le côté émotionnel, hein, puisqu'on en parle au niveau du sport. Hubert Ripoll, qui est un laboratoire de recherche justement qui est relié vraiment à tout ce qui est l'aspect cognitif, mais il parle lui des champions et leurs émotions. Et je pense que tous les coachs sportifs, voilà, ou tous les athlètes seront intéressés d'avoir ces lectures. Bien, Éric Lacroix, merci beaucoup pour ces recommandations de lecture qui ont l'air tout aussi passionnantes les unes que les autres. Petit mot de conclusion et puis aussi peut-être nous dire un peu ce dont on parlera la prochaine fois. Bah en fait, moi je dirais qu'on l'a vu dans les 2 premières causeries, le cerveau est un peu une métaphore pathologique, mais finalement il faut en sortir et vraiment construire le monde qu'on a aussi envie un peu de faire. Donc bougez-vous, allez explorer votre corps, inspirez-vous aussi, continuez à lire et ne pas avoir que de l'information justement de consommation et de dopamine. Et je pense qu'après vous allez vraiment évoluer voilà, dans quelque chose, on va dire, au niveau exploratoire qui va être vraiment intéressant. Merci Éric Lacroix, ça sera le mot de la fin, merci beaucoup. Et puis eh bien, rendez-vous pour une prochaine émission, l'épisode numéro 3, où nous continuerons cette aventure, cette découverte avec Éric Lacroix. Merci à vous.